Je vous présente mes filles, Maggie et Ella. Maggie a 11 ans. Elle a une délétion de grande taille. Elle a à la fois le syndrome d'Angelman et l'autisme. Et je l'ai appris très très tôt. On m'avait dit à l'époque, parce que la délétion était très grande, qu'elle serait doublement atteinte et parce qu'elle semblait être autiste. Donc, elle était là. Elle peut être juste à côté de moi. Je parle d'elle, mais elle ne semble pas montrer qu'elle comprenne où elle en est, le fait qu'on parle d'elle, etc. Donc, voici Maggie. Maggie autour de ses amis. Elle a une vie très intégrée. Elle a des soirées pyjama avec les copines. Elle prend le bus avec ses copines sans présence d'un adulte. Elle va au cinéma avec ses copines. Elle va au centre commercial. Et donc, ses copines viennent passer des soirées pyjama chez moi. Je préfère qu'elle n'aille pas ailleurs. Elle est guide chez les scouts et elle aime bien camper le week-end. Elle adore partir en randonnée. Elle adore. Elle a toujours minimum un iPad sur elle. Et généralement, elle en a 2 dans son sac. Et lorsqu'on l'a diagnostiquée, on nous a dit qu'il était très probable que jamais elle ne parlerait, que jamais elle ne marcherait, que jamais elle ne s'habillerait seule, qu'elle s'alimenterait seule, qu'elle dormirait la nuit entière et qu'il était très probable qu'elle resterait un jeune bambin toute la vie. Et effectivement, ma fille marche, mais elle perd sa mobilité, dysplasie de la hanche, scoliose, et donc sa capacité à marcher est en train de disparaître. C'est difficile. Elle ne parle pas, elle ne s'habille pas seule, ne s'alimente pas, elle ne dort pas toute la nuit, mais elle parle beaucoup. Ou plutôt, non, le langage est un problème. Et on nous avait dit également, et on le craignait, que jamais elle n'aurait d'amis, qu'elle n'arriverait pas à apprendre, à communiquer, à lire, à écrire, ou même à réaliser ses rêves, tout simplement avoir une vie normale. Et pourtant, et si tout cela n'était pas vrai? Et si le handicap faisait tout simplement partie de l'expérience humaine? Et si on avait toujours eu parmi nous des gens atteints du syndrome d'Angelman? Et si le handicap était tout simplement, faisait partie intégrante de la vulnérabilité humaine? Le fait d'être humain, c'est d'être vulnérable. Et si le handicap pouvait arriver à tout le monde? Si tout le monde pouvait sentir cette même fragilité? C'est la raison pour laquelle ce syndrome est si effrayant. Et c'est la raison pourquoi on octroie à ce handicap tant de pouvoir. Pourquoi c'est si intimidant? Parce que ça peut nous toucher tous. Tout le monde peut avoir un handicap. Tout le monde peut avoir un enfant handicapé. Mais c'est également la raison pour laquelle le handicap est aussi ordinaire, aussi naturel. On a tous besoin d'être assistés dès la naissance et généralement, quand on vieillit aussi, on a besoin de se faire aider. Et bien souvent, entre la jeunesse et le grand âge, on a besoin d'aide. Finalement, le fait d'avoir besoin d'aide, c'est tout à fait ordinaire, c'est tout à fait naturel. Et si le handicap, ça n'était pas quelque chose d'objectif? Et si le handicap, ça n'était pas quelque chose de systématique? Si ça se trouve, ça veut tout simplement dire quelque chose de différent en fonction des personnes, en fonction de l'endroit. Et peut-être que il n'y a rien de prédéterminé. Peut-être que Maggie n'est pas destinée à ne pas avoir d'amis, à ne pas apprendre, à ne pas communiquer, etc. Elle peut avoir des amis, elle peut apprendre, elle peut communiquer, lire, écrire et réaliser ses rêves. Elle peut avoir une vie normale. Et c'est de ça dont j'aimerais vous parler. Et si on pouvait choisir la signification du terme handicap? Si on avait le choix, on a le choix de la façon dont on prend en charge le handicap de notre enfant. Je vous présente Maggie. D'après ce que je sais, ma fille, elle a choisi d'interpréter son propre handicap d'une façon qui est empreinte d'acceptation. Elle sait ce qu'elle ne peut pas faire. Elle connaît son handicap. Elle ne semble pas en avoir honte. Elle ne reporte la responsabilité sur personne. Elle l'accepte de façon très naturelle, son handicap. Que font les amis de Maggie? Et ça, Maggie adore. Maggie, elle apprend à parler, elle apprend à s'exprimer grâce à son iPad. Alors, je vais vous montrer à quoi ressemble son système. Les amis de Maggie communiquent avec elle par le biais de l'iPad. Bon, ce sont des filles tout à fait normales dans sa classe. Elle fait partie d'une classe tout à fait normale.
Alors, je ne sais pas pourquoi, c'est à l'envers. Et peut-être que si je le tourne... Alors, je vais peut-être vous demander d'extrapoler. Tada! Voilà, le système de communication de ma fille et ses copines communiquent de cette manière. Donc Maggie vient me voir et Maggie va répondre aux adultes non mais toi vas-y. Et donc Maggie va dire à ses amis on y va. Et elle dit aux adultes arrête. Elle leur dit stop. Donc, voilà ce qu'elle a dit à sa classe. La semaine dernière, elle répondait à des questions grâce à son iPad. Rappelez-vous, ma fille, on m'avait toujours dit que jamais elle fonctionnerait bien. Et donc, elle a répondu à une question concernant le livre que la classe lisait. Elle leur a dit « Stop, time, say, thing ». Donc, arrêtez la montre, arrêtez de parler, réfléchissez. Et on lui a demandé, mais tu as besoin d'une pause? Et oui, c'est ce qu'elle voulait et on lui a octroyé une pause. Donc, c'est pas que ma fille comprend pas ce qu'on lui dit, non, c'est qu'elle traite le langage un petit peu plus lentement. Et donc, lorsque moi je parle, c'est comme si je parlais à une telle vitesse qu'elle ne comprend pas ce que je dis tellement je parle vite. Ce qui veut dire que, grâce à l'iPad, on ralentit et ça lui donne le temps de comprendre ce qu'on veut lui dire. En termes de communication, c'est ça la composante la plus importante de son handicap. Donc, il est important d'enseigner aux gens à communiquer avec elle par le biais de l'iPad parce qu'il faut se mettre à son niveau. Il faut lui donner l'occasion, la possibilité de rattraper ce retard, entre guillemets, de traitement de l'information, lui parler lentement pour qu'elle comprenne. Donc, son institutrice utilise l'iPad. Ses copines aussi, ils utilisent l'iPad pour parler de ce qu'ils apprennent en classe. Alors généralement, qu'est-ce qu'elles disent? Il y a un problème ou alors je m'ennuie. D'autres photos de Maggie et ses amis. Ma petite fille. Le choix nous appartient. On a le choix. On peut choisir la signification de ce handicap. Parce que si on ne fait pas ce choix, c'est le monde qui va le faire pour nous. Les profs vont le faire, ce choix. Le gouvernement, l'État, les médecins. Voici un document. Un document qui remonte à l'époque où ma fille est allée à l'école pour la première fois. L'enfant, donc vous avez une case pour dire l'enfant s'en sort bien ou alors l'enfant a besoin d'aide dans tel ou tel domaine. Alors moi, j'ai regardé ce papier pendant très longtemps et quelqu'un vient de me dire « Non, mais il y a sûrement quelque chose que Maggie fait bien ». Et la personne m'a répondu ouais, non, elle est rapide et puis elle est heureuse. Bon, maintenant on va passer à ceux dont elle a besoin. Donc si nous on ne fait pas ce choix, le monde va décider pour nous ce dont Maggie a besoin. Donc les documents pédagogiques l'ont décrit de la façon suivante. Problèmes graves, précommunication, etc., etc. Donc, consommation sans contribution, etc. C'est ce que disaient tous ces documents. Donc, elle prend et elle ne contribue rien. De toute évidence, ce projet pédagogique avait pour objectif de réduire la charge, le fardeau qu'elle représenterait pour tout le monde à l'école. Il ne fallait surtout pas qu'elle dérange l'apprentissage des autres parce que tout le monde va à l'école pour pouvoir apprendre. Il faut qu'elle soit obéissante, il faut qu'elle réponde lorsqu'on l'interpelle, il faut qu'elle donne la réponse X fois, une à la suite des autres. Parce qu'on lui pose la question plusieurs fois, on n'est pas sûr qu'elle était vraiment sincère la première fois. Et surtout il faut qu'elle trouve quelque chose d'intéressant, de potentiellement intéressant et utile à faire. Donc, ce n'est pas la vision systématique pour tous les enfants qui vont à cette école, mais d'après notre système pédagogique, voilà quelle est leur vision des choses, à moins qu'on ne change leur perspective. Or, quelle est notre vision à nous? Eh bien, Maggie va recevoir un enseignement tout au long de la vie. Moi, j'ai un projet sur 50 ans. Pour acquérir les bases de la lecture et de l'écriture, il va lui falloir 50 ans. Alors, vous l'avez eu depuis 12 ans. Il faut vraiment jeter les bases pour le reste, c'est-à-dire pour l'éducation secondaire, voire au-delà. Ma fille aura un emploi. Elle va gagner sa vie. Je veux qu'elle vive avec ses copines.
lorsqu'on parlait de son avenir, ce qu'on visualise, c'est un nid chaotique, parce qu'elle adore être dans le chaos, elle adore avoir ses copines autour d'elle, et lorsqu'elle a une soirée pyjama à la maison, il y a toujours 3-4 copines. Alors il y a beaucoup de bruit, c'est pas forcément très poli ces gamines, c'est très chaotique, il y a plein de joujoux pour petites filles, etc. Donc c'est un chaos. Mais c'est son rêve. Et moi, je veux l'aider à développer ses passions, ses centres d'intérêt. Je veux qu'elle puisse apporter sa pierre de façon authentique, afin qu'elle ne soit pas simplement une consommatrice, mais qu'elle contribue également à la société, qu'elle soit sûre, qu'elle maîtrise son propre corps, son propre comportement, sans pour autant être obéissante. Parce que ma fille, elle est belle. Elle est belle. Et je ne sais pas de qui elle a hérité sa beauté, parce que ce n'est pas de moi. Mais elle est très vulnérable, elle est très fragile si elle se met à obéir. Si elle fait tout ce que tout le monde lui dit de faire, ça va la rendre vulnérable, profondément vulnérable. Il est donc très important qu'elle apprenne à dire non, qu'elle apprenne à se faire entendre, à faire porter sa voix, à se maîtriser elle-même, et pas forcément de faire tout ce qu'on lui dit de faire, parce que c'est ça qui la rendra fragile une fois adulte. Je vous présente notre ami Eli. Donc Eli, il vit en Australie, il a 22 ans, donc ça, c'est une photo de Eli et sa copine. Donc Eli, il vit avec ses amis, il a sa propre entreprise et il va à l'université. Et il a le syndrome d'Angelman. Lorsqu'il a suivi son premier cours à l'université, il y avait la question de savoir qu'est-ce qu'il aime, etc. Il aime aller au théâtre. Parce que c'est un garçon, il a un sens de l'humour assez particulier. Et donc, il voulait suivre des cours de théâtre. Mais jamais quelqu'un s'est dit... Jamais, ils ne se sont pas posé la question de savoir mais comment quelqu'un avec le syndrome d'Angelman peut suivre des cours à l'université. Non, la réponse a été la suivante. Quelqu'un qui n'a jamais pu communiquer en mots, qu'est-ce que cette personne peut apporter aux étudiants en dramaturgie, des étudiants de théâtre? Comment est-ce qu'on peut enseigner aux acteurs à communiquer de façon corporelle? Mais quelle contribution! Les acteurs ont tout bénéfice à passer du temps avec des gens qui ne communiquent pas par le biais des mots, mais grâce au reste, grâce au langage corporel. Ensuite, Eli a étudié la composition musicale, la production musicale. Il suit tout un tas de cours à l'université. Et il n'a pas d'assistante, il n'a pas d'auxiliaire de vie scolaire. Or, souvent, en début d'année, on demande à ses camarades de classe de se porter volontaire pour l'aider, et c'est exactement ce qui se passe. Et c'est génial. C'est une expérience de travail géniale pour les autres étudiants de passer du temps avec Eli, parce qu'ils apprennent à communiquer avec lui. Alors, que fait l'entreprise d'Eli? Ce sont des consultants. Ils sont payés. Alors, ce qu'il adore, c'est aller à l'école. Il adore aller dans des écoles pour filles. Alors, il y a des petits groupes de filles qui passent 30 minutes avec lui. Et pendant 30 minutes, il ne dit pas un mot. Et les jeunes filles lui posent des questions. Par exemple, qu'est-ce qui t'intéresse? Qu'est-ce que tu aimes bien faire? Quels sont tes hobbies? Et ils doivent obtenir des réponses alors que lui ne parle pas. Voilà, donc comment communiquer sans les mots? C'est la communication non verbale que lui leur enseigne à ses filles. Il adore passer 30 minutes avec un groupe de filles qui lui posent des questions sur ce qu'il aime. Maggie, vous vous rappelez, il y a 11 ans, en Amérique du Nord, lorsque tout d'un coup, il n'y avait plus d'électricité dans le continent tout entier. Moi, je me rappelle de Blackout parce que j'étais enceinte. Maggie a 11 ans et elle adore les selfies. C'est la reine des selfies. Alors, vous voyez cette petite moue? C'est la première fois qu'elle s'est prise en photo elle-même en essayant de ressembler à un canard. Elle adore. C'est une geek, c'est une intello à lunettes. Elle adore les iPads. Et puis, généralement, lorsqu'elle voit votre iPad, elle va vouloir vous l'emprunter parce qu'elle veut voir ce qu'il y a, ce que vous avez pris comme photo. Et elle est tellement sociale. Elle est tellement sociable. Elle adore se présenter aux gens. Et puis, il suffit tout simplement d'échanger vos iPhones. Et elle veut passer en revue chaque photo. Et elle va visionner toutes les vidéos au moins 2 fois. Et si jamais vous refusez de lui donner son iPhone, elle va vous apporter le mien pour vous faire comprendre. Mais c'est un simple échange. Elle adore One Direction. Elle préfère Harry.
Et ça fait plusieurs années maintenant qu'elle apprend la lecture et l'écriture. Elle écrit H, 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 H. Et chaque fois qu'elle voit Harry, elle écrit H, 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 H. H, c'est-à-dire hot, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il est mignon, Harry. Chaque fois qu'elle voit un M, elle pense que ça veut dire maman. Oui, tout à fait. M comme Maggie et M comme maman. Donc, chaque fois qu'elle voit un M, elle dit maman, Maggie. Elle est en 6e. Elle est à l'école normale, depuis la crèche, depuis l'école maternelle. Elle écrit, elle lit, elle se comporte très bien. Et puis, elle constitue un modèle. Les gens la regardent et apprennent certaines choses. Or, quel est son apport vis-à-vis de sa classe? Eh bien, les gens de sa classe voient quelqu'un qui a besoin d'aide et qui la reçoit cette aide. Donc, la culture française notamment, dans la culture française, qu'est-ce que ça veut dire, l'aide? Est-ce qu'on est fier lorsqu'on reçoit de l'aide? Est-ce qu'on est fier lorsqu'on reçoit un soutien? Je ne pense pas. En tout cas, en Amérique du Nord, on est fier lorsqu'on aide les gens, mais pas lorsqu'on est aidé. Parce que on se sent bien, on le fait par charité chrétienne, etc. Mais moi, lorsque je me suis blessée et j'avais 2 plâtres aux 2 bras, vous imaginez, j'avais 2 filles, dont l'une avec un syndrome d'Angelman, j'avais les 2 bras dans le plâtre. Et moi, j'étais très, très en colère, parce que c'était tellement difficile. Lorsque j'avais les 2 bras dans le plâtre, c'était tellement difficile pour moi de demander l'aide des gens. Je devais prendre ma douche, je devais faire ma toilette, j'avais besoin de mon mari. J'avais besoin de lui pour qu'il m'enfile mes sous-vêtements et j'étais jamais à l'aise et j'arrivais pas à corriger le problème. Et j'avais du mal à lui dire non mais il faut que tu tires par ci, il faut que tu tires par là, etc. Écoute, ça va pas, ma chaussette est à l'envers. J'avais du mal à le lui dire parce que j'avais honte. C'est toujours difficile de recevoir de l'aide. Et lorsqu'on reçoit de l'aide, on se dit que oui, mais bon, je peux difficilement choisir la façon dont je reçois cette aide. Non, je suis un petit peu tributaire de la façon dont la personne me la donne, cette aide. Donc, toute cette conception de l'aide, finalement, c'est naturel, c'est ordinaire et on mérite tous d'être aidés lorsqu'on en a besoin, à nos propres conditions. Donc, Maggie, elle a besoin d'aide, elle le dit, elle la reçoit et lorsqu'elle n'a pas besoin d'aide, elle dit non, merci. L'euthanasie. C'est le même mot en français, l'euthanasie. On a tout un débat sur l'euthanasie chez nous, le suicide assisté. Par exemple, les patients en phase terminale et qui souhaitent partir sur leurs propres conditions. Le suicide assisté. Nombre de personnes disaient que s'ils avaient la possibilité, elles la prendraient. Et généralement, il s'agit de femmes qui sont âgées, qui ont des enfants relativement déjà adultes, parce qu'ils ne veulent pas que leurs propres enfants soient obligés de prendre soin d'elles une fois séniles. On préfère mourir plutôt que se faire aider par ses propres enfants. Mais c'est terrible que cette société ait cette définition. Il faut absolument créer une nouvelle définition. Il faut absolument avoir confiance en le fait que lorsqu'on a besoin d'être aidé, on se fasse aider, que cette aide est disponible. Vous imaginez tous ces jeunes mères qui sont coincées à la maison avec un jeune bébé et qui ont peur de demander de se faire aider? Vous vous rappelez de Robin Williams? Robin Williams, il n'osait pas se demander. Il n'osait pas demander de l'aide. Et il s'est tué. Il y a un problème dans cette société. Ce problème, on peut le résoudre. Nos enfants font partie de la solution. Nos enfants montrent au monde entier que tout le monde a besoin de se faire aider et qu'il mérite de les recevoir. Mon père était médecin. Il était considéré comme ayant un très haut niveau de fonctionnement et pourtant, il n'était pas fichu de se faire cuire un œuf. Il n'était pas fichu de faire sa propre lessive. Donc, l'aide, la donner, la recevoir, ça fait partie de la vie, c'est ordinaire, c'est naturel. Et cette définition, on peut la mettre en place grâce à l'aide de nos enfants. L'industrie immobilière. Les agents immobiliers. Je peux vous dire que Maggie a un avenir prometteur. Je pense qu'elle peut tout à fait faire sa vie dans le domaine immobilier parce que lorsqu'on visite une maison, elle veut absolument visiter chacune des pièces. Et ce qu'elle préfère, c'est le week-end,
Vous savez, les journées portes ouvertes, tout le monde peut entrer, etc., visiter la maison. Elle adore. Elle pourrait passer le week-end entier visiter les maisons à vente. Vous connaissez la Toussaint, Halloween? Les enfants frappent à la porte des maisons pour demander des bonbons. Elle veut pas des bonbons, elle veut seulement visiter la maison des gens et donc elle va faire son petit tour d'une pièce à une autre parce qu'elle veut voir chacune des pièces de la maison. Je pense qu'elle a vraiment un avenir dans le domaine de l'immobilier. Parce que c'est ce qu'on fait. On va aux journées portes ouvertes, mais généralement la maison elle n'est pas propre. Peut-être que c'était un vieux couple et puis l'un est décédé, puis l'autre est parti en maison de retraite et qu'il n'y a pas d'enfants à proximité, puis la maison se dégrade, etc. Elle est obsolète et puis c'est pas propre, il y a la poussière et puis ça sent pas bon, il y a plein de moisissures, etc. Je crois que Maggie, il y a des choses qu'elle peut faire. De toute façon, elle aura toujours besoin de quelqu'un pour l'aider. Et pourquoi ne pas se balader dans cette maison, faire son petit tour autant qu'elle veut, puis ensuite, elle peut aérer, nettoyer, rafraîchir le jardin. Ce sont des tâches tout à fait ordinaires, tout à fait fonctionnelles qu'elle peut apprendre à faire. Et pourquoi ne pas se faire payer pour? Parce que ça va aider à vendre la maison. Parce que personne n'a envie de passer du temps à faire en sorte que cette maison se vende, à lui donner un petit coup de frais, un petit coup de... Non, je pense qu'elle peut tout à fait avoir un avenir dans le domaine de l'immobilier. Une fois qu'elle aura terminé l'école secondaire, finalement, elle aura besoin de plus de formation parce que ça n'aura fait que 12 ans. Donc, éducation tout au long de la vie. Toutes ces photos que je vais vous montrer, ce sont des photos qu'elle a prises avant l'âge de 10 ans. Elle est vraiment très douée en photo. Franchement, elle n'est pas belle, cette photo. Moi, je la verrais tout à fait au Louvre à côté de la Joconde. Je ne sais pas comment elle a réussi cet effet tout à fait flouté. Peut-être qu'elle a salivé sur l'optique, c'est possible, mais finalement, les artistes utilisent les outils à leur disposition. Vous voyez, on voit ses cheveux, on voit les cheveux sur la gauche. Et il y a des tas de filles qui pensent, toutes ces copines au scout pensent que Maggie a réussi à prendre pour la toute première fois une photo du fantôme qui hante le camp de scout. Le monde a besoin de ma fille. Le monde a besoin de Maggie, telle qu'elle est. Elle a tant à apporter. C'est la personne la plus authentique que j'ai jamais rencontrée. Elle a un très haut niveau d'intégrité. Moi, je connais énormément de filles de 11 ans et moi, je ne dirais pas que les petites filles de 11 ans sont par définition honnêtes, authentiques, mais Maggie, elle est. Le monde a besoin de nos enfants, nos fils, nos filles, atteints du syndrome d'Angelman. Ces enfants ont tant à apporter à la société. Ils constituent un modèle. Il ne faut rien prendre pour acquis. Il faut trouver la joie, il faut trouver le bonheur dans des expériences ordinaires, dans tout ce qui est insignifiant, dans l'aide, la recevoir, la donner, être présent tout simplement physiquement, de ne pas être systématiquement dans l'expectative, projeté dans le futur, ce rythme de vie frénétique, anticiper ce qui va se passer dans 5 minutes, 1 heure, 1 semaine, 1 an. Être présent ici et maintenant, le monde peut l'apprendre grâce à Maggie. Et c'est à nous que revient la tâche de dire au monde ce qu'il en est de nos enfants. Il faut arrêter de laisser le monde, il faut arrêter de permettre au monde de nous dire ce que nos enfants lui enlèvent. Ma fille regorge de capacités qu'il faut tout simplement dévoiler. Il faut créer des opportunités, des occasions, des points d'accès. À cause de leur handicap, nos enfants n'ont pas accès à nombre d'expériences ordinaires. S'agissant de la lecture et de l'écriture, généralement, ils n'ont pas la précision des gestes suffisante, le contrôle moteur suffisant pour pouvoir tourner les pages d'un livre. Donc, il y a une tendance à agripper, donc c'est difficile de tenir un stylo. Donc, on peut créer des points d'accès pour qu'ils acquièrent les bases de la lecture et de l'écriture. C'est à nous de le faire, de créer ces points d'accès. On leur donne des occasions qu'ils peuvent concrétiser. Donc, les bases de la lecture et de l'écriture, ça s'acquiert entre la naissance et le début de l'école. Et cette phase de développement tourne autour de ces points d'accès, ces occasions d'acquérir ces compétences. C'est les 5 premières années. C'est là, généralement, que les enfants apprennent à lire, à compter, à écrire, etc.
Il faut absolument supposer que nos enfants aient ces compétences. On a suffisamment de preuves comme ça. Leur potentiel est énorme et ne demande qu'à être révélé. Il se passe des tas de choses dans leur tête. C'est qu'on ne le voit pas forcément. Ils ne sont pas en mesure de nous le montrer. Maggie n'était pas en mesure de nous dire qu'elle comprenait. Effectivement, au début, lorsqu'on parlait, le langage, c'était incompréhensible pour elle. C'était du charabia, jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'il fallait tout simplement ralentir le rythme du langage au point qu'elle puisse comprendre. Son système nerveux est tellement perturbé que ce qu'entendent ses oreilles est brouillé avant que le signal n'arrive au cerveau. C'est pour ça qu'elle a toujours son iPad. Elle est toujours en train de prendre des vidéos. Elle enregistre tout, chaque fois qu'elle peut. Et vous êtes toujours enregistré. Si Maggie est là, vous êtes à la télé. Et de toute façon, elle va tout enregistrer, et elle va vous montrer la vidéo tout à l'heure. Vous laissez tomber une tasse, vous la cassez, elle va l'enregistrer et ensuite elle va vous le montrer. Et puis sa petite sœur, si sa sœur, par exemple, a fait une bêtise, elle l'aura enregistrée en vidéo et elle va la montrer. Donc, grâce à la vidéo, on s'est aperçu que la vidéo prend la place du langage. Lorsqu'on dit un mot, eh bien, ce mot s'envole dès qu'on l'a émis. Le mot a déjà disparu. Et pour quelqu'un qui a du mal à comprendre le langage, donc là, nous, on parle tellement vite que le mot s'envole. Mais si elle l'a enregistré, et elle peut ralentir l'allure, et si elle peut rejouer, entre guillemets, ce message, elle le comprend mieux. Et c'est pour ça qu'elle a besoin de l'iPad. Et elle va lire la vidéo et entendre la vidéo jusqu'à ce qu'elle comprenne. Il nous a fallu des années pour qu'on se rende compte que, oh mon Dieu, c'est exactement ce qu'elle est en train de faire grâce à l'iPad. Elle réécoute ses messages pour les comprendre. Il faut vraiment poser l'hypothèse la moins dangereuse, c'est-à-dire l'hypothèse qui aura le moins de conséquences néfastes. Ne supposons pas que nos enfants n'aient pas l'occasion, n'aura pas la possibilité d'avoir une vie normale. Parce que si on suppose que ce n'est pas possible, jamais on lui donnera ses points d'accès, ses opportunités. Quel est le pire scénario? Le pire scénario, c'est qu'on fournit les points d'accès, on crée des occasions, et elle essaye, et on va voir ce qui se passe. Mais si jamais on n'y croit pas au départ, on ne crée jamais ces occasions, et rien ne se concrétisera. Vous vous rappelez de Eli? C'était lors d'une de ses périodes les plus destructives. Alors, avec sa mère, il devait cacher toute la nourriture dans un placard fermé à clé parce qu'il était obsédé par la nourriture. Et lorsqu'il avait 10 ou 11 ans, si par exemple sa maman s'endormait et qu'Eli était éveillé, il allait faire un petit tour dans la cuisine. Et il se faisait plaisir. Et donc, la maman se réveille, rentre dans la cuisine et s'aperçoit que le frigo était dévalisé et que tout est ouvert partout dans la cuisine. Donc, il fallait mettre la nourriture sous clé. Eli a toujours besoin d'aide dans la salle de bain. Il n'est pas encore propre. Et les fesses, c'était même un peu dégoûtant lorsqu'il était adolescent, ses fesses, ses excréments, il a l'habitude de les étaler. Puis sa maman a décidé que non, il faut absolument un nouveau modèle, il faut que je... Et donc, elle est allée au Canada, elle est allée aux États-Unis, elle est venue en Europe, elle a parlé à tout le monde en espérant des réponses. Et elle a mis en place un nouveau projet pour son fils. Et au lieu de le contenir, entre guillemets, de le confiner, pourquoi ne pas le libérer? Pourquoi ne pas supposer qu'il a ces compétences-là et créer des points d'accès, des occasions? Et maintenant, il a la jeune vingtaine et il est en train d'acquérir les bases de la lecture et de l'écriture. Donc, l'université, c'est au conservatoire, devant un atelier. Et là, il y avec les travailleurs, c'est ainsi qu'ils les appellent, autour de lui, dont Matt à gauche. Vous savez, il vit sans aucun soutien. Il a ses amis. Il y a 2 personnes autour de lui. Il appelle ça ses assistants professionnels, ses AP. Et tout simplement, ils essayent de faciliter les opportunités pour lui. Lorsqu'ils ont été au collège, ils ont ensuite allé à Sydney comme voyage de remerciement parce qu'il avait eu son diplôme. Et là, donc, est allé avec eux. Et à 3, ils ont tout fait tout seuls. C'est possible. Vous savez, nos enfants rendent tellement. Un certain nombre de personnes qui ont été un petit peu formées par Eli. Il avait des amis qui souffraient de dépression autour de lui.
Et on trouvait qu'il était tellement quelqu'un de réconfort que, par comparaison, ils sont tombés en dépression. Et puis, il leur a pas dit, expliquez-moi pourquoi tu te sens déprimé. Il peut pas poser ces questions qui seraient comme une pression. Il crée une atmosphère tellement acceptable que les gens se guérissent tout seuls. Il a des défis formidables, mais il a des forces et des dons. J'aimerais vous parler des caractéristiques d'apprentissage des personnes ayant un syndrome d'Angelman et comment redéfinir leurs besoins, notamment leurs besoins d'apprentissage, afin que l'on puisse encore mieux les aider et à augmenter leur potentiel. La littérature décrit ces étudiants comme étant joyeux, curieux, occupés, très pratiques aussi. Il y a donc des phénotypes comportementaux bien documentés. Ils sont inhabituellement sociaux, joyeux, ils ont des besoins de communication très complexes. Ils ne peuvent pas se fonder sur la parole pour satisfaire ces besoins de communication. Ils ont donc des défis moteurs, des défis sensoriels tout à fait. Non, mais ce n'est pas surprenant pour leurs professeurs. Ils se disent « Oula, il va falloir que je commence de loin ». Mais on y arrive. Nous avons un programme qui s'appelle Closing the Gap, rassembler les différences. Nous l'avons présenté, je ne sais pas, dans 15 ateliers à peu près, sur le syndrome d'Angelman. Et les étudiants, donc, venaient y assister, venaient voir un petit peu ce syndrome. Il y a eu tellement de professeurs, on a eu tellement d'orthophonistes qui sont venus nous voir et qui ont dit « Je n'ai jamais pensé que c'était possible. Je ne savais pas comment débloquer en quelque sorte ces étudiants. » Je suis venue à cet atelier pas tellement penser au syndrome d'Angelman, mais penser à mes propres étudiants qui avaient des capacités peut-être supérieures. Et j'ai appris tellement plus sur mes autres étudiants, sur mes autres élèves, que j'en suis épatée. Et bien, tout ceci, vous le trouverez dans un document que je vais donner à l'AFSA, afin qu'il puisse être traduit en français et que vous puissiez tous le lire. J'ai moi-même passé donc un diplôme pour mieux comprendre un petit peu comment apprendre aussi aux personnes souffrant de syndrome. Tout ceci, vous le trouverez dans ce livre. La recherche nous montre que les étudiants avec ce type donc, de handicap ont 6 zones donc, de différence. En communication, en cognition, ils ont tous bien sûr des caractéristiques différentes. Mais, outre ces domaines, ils ont aussi des conditions médicales associées, bien sûr, qui fait que leur apprentissage est plus difficile. Ils ont des besoins en communication complexes. Ce qu'ils peuvent exprimer en communication est bien moins que ce qu'ils voudraient communiquer. Ils reçoivent beaucoup plus que ce qu'ils peuvent donner, nous le savons. Il n'y a pas de consensus dans la recherche si c'est un autisme plein dans le spectre ou non. Ça dépend. 90% donc de nos enfants ont une des parties du spectre de l'autisme, bien sûr. Maggie est un de ces enfants qui est donc autistique, ça je le sais. Et la plupart du temps, lorsque l'on pensait donc aux enfants avec un Angelman et l'autisme, on sait que l'on a des problèmes de vision, des problèmes d'audition, et donc répondent différents de d'autres enfants. Et on pense que c'est de l'autisme, mais je crois qu'on a complètement tort. Ça peut être quelque chose de complètement autre chose. J'y viendrai tout à l'heure. Communication. Donc, l'expression de leur langue est difficile, handicapée, beaucoup plus sévère quand on regarde leur capacité cognitive. Ils communiquent de façon beaucoup plus lente et beaucoup plus basse que leur niveau cognitif. Autrement dit, ils pensent davantage que ce qu'ils peuvent communiquer. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas mieux étudié tout cela, parce qu'au début des années 90, on a étudié la dyspraxie et l'apraxie chez nos enfants. Dyspraxie, je pense à quelque chose ici, mais mon cerveau essaie d'amener ma main à le faire et elle va ailleurs, ma main. C'est un problème de coordination motrice et neurologique. Les voix, en quelque sorte, sont un petit peu, les voies cérébrales sont un petit peu entremêlées. Ils veulent vous toucher et en fait, ils vous donnent une tape. Ils veulent toucher quelque chose et la main dérape. Ça, c'est la dyspraxie. Ils ne peuvent pas contrôler et
étalé en quelque sorte. Alors que l'apraxie, c'est un autre type d'événement. Maggie, par exemple, traverse l'Asia. Je vois qu'elle voulait venir me voir, elle voulait s'approcher de moi. Et puis elle était gelée, glacée sur place. Et il fallait que quelqu'un lui dise, la porte un stimulant, allez Maggie! Et tout à coup, elle se réveillait et elle se dégelait et elle venait. Dans notre travail donc, sur l'alphabétisation, on amène des experts d'autres secteurs, une personne qui travaille donc avec la praxis très, très sévère. Ils disent que les enfants ayant un Angelman n'ont pas davantage d'apraxie que le dyspraxie. Ils ont le même type de mode de pensée. Plus ils veulent faire quelque chose et plus ils vont, par exemple, être gelés ou plus ils vont taper. On leur dire touche-moi, touche ceci, fais cela, ils bloquent. Ils y pensent et ils ne peuvent pas commencer le geste ou ce qu'ils doivent faire. Ils ont donc une motivation très forte à communiquer, à interagir. Et c'est une grande différence entre nos enfants et l'autisme complet. Ils ont une motivation sociale très forte. Eh bien, nos enfants utilisent tout ce qui est à leur disposition pour essayer de communiquer avec les autres et exprimer leurs idées. Mais ils n'y arrivent pas. Ils ne peuvent pas utiliser leur corps pour utiliser ou exprimer ce qu'ils souhaitent exprimer. Pour poser une question, pour tout à l'heure, pour hier, pour demain. J'ai fait un mauvais rêve, par exemple. Ils ne peuvent pas communiquer là-dessus. J'ai fait un mauvais rêve. Même si c'est difficile, on essaye donc de leur offrir cette possibilité. Ils ne peuvent pas exprimer tout ce qu'ils ont compris. Et c'est un défi incroyable avec des enfants. Maggie, quand on voit qu'elle ne comprend pas ce qu'on lui dit, ce n'était pas ça. On a commencé à parler avec elle, avec un système de communication, et elle nous a montré qu'elle comprenait très bien tout ce qu'on lui disait. La façon dont on parlait était trop difficile pour elle. Alors que si l'on a un système de communication, et l'iPad est magnifique pour cela. Je sais qu'il y en a en français, il y a des applications en français. Vous dites un mot, le son doit être exactement le même chaque fois que vous le dites. Vous ne dites pas stop, 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 vous dites stop, et stop, et stop. Vous savez, un enfant qui semble comprendre le moins, ce sont ceux qui ont besoin d'un système de communication le plus avancé. En fait, ce qui pourrait les aider à comprendre le plus, eh bien, c'est notre système de communication qui doit être modifié. Si l'un d'entre vous était né aux États-Unis et devait apprendre le français, alors que tout le monde autour de vous parle anglais, cela vous aiderait? Nos enfants ne parlent pas, donc ils n'ont pas de système de communication. Mais quand on achète un iPad, on leur commence à parler. Eh bien, c'est vraiment comme si on leur donnait un dictionnaire en disant « lisez le dictionnaire et puis après vous saurez parler l'anglais ». Ça n'est pas comme ça n'aide personne. Nous apprenons une nouvelle langue en étant entourés de personnes qui le parlent ou qui la parlent, cette langue. C'est quelque chose d'intuitif, mais c'est aussi un accès à ceux qui parlent la même langue que celle que vous devez apprendre. Donc, une des choses les plus importantes que nous pouvons faire pour nos enfants, c'est par le système de communication, leur parler toujours de cette façon-là, même s'ils ne semblent pas vous comprendre. Quand nous avons tous eu un bébé, ce bébé, on l'a ramené de la clinique ou de l'hôpital, on lui parle. La langue qu'ils vont un jour parler, c'est la vôtre, c'est celle que vous leur avez apprise jour après jour. Eh bien, nos enfants n'ont pas eu cette opportunité. Nos enfants n'ont pas eu l'occasion d'être entourés ou immergés même dans une langue sur laquelle ils vont fonder leur communication. Ils apprennent à utiliser les dispositifs technologiques, les systèmes modernes de communication. En Australie, aux États-Unis, au Canada, nous avons des enfants qui disent à leurs parents maintenant « j'ai fait un cauchemar », qui disent à leurs parents « ça me fait mal, on doit aller voir un médecin ». Maintenant, qui disent aux parents « j'aimerais que tu arrêtes de parler de moi », qui disent à leurs amis « va te faire voir ».
Ce sont des enfants maintenant que l'on considérait comme auparavant de bas fonctionnement. Et maintenant, quel que soit le système qu'on utilise, pour que ce soit un de ces systèmes modernes, les enfants arrivent à apprendre et dire des mots. Pas trop de mots, mais on voit ces enfants, regardez là, qui utilisent, que ce soit donc du papier, que ce soit un iPad, que ce soit un notebook. Nos enfants apprennent à communiquer. Et en plus, ils sont entourés de gens qui communiquent comme eux. Nous savons qu'un élève, donc avec un Germain, peut exprimer le plus bas niveau de ce qu'ils comprennent. Ce qu'ils communiquent, c'est vraiment le plus bas, c'est pas au plus haut de ce qu'ils comprennent, car leur incapacité, leur handicap, c'est vraiment celle d'exprimer par la communication. S'ils communiquent quelque chose une fois, il faut le croire et agir à partir de là. S'ils nous le disent une fois, ça veut dire qu'ils ont compris beaucoup plus haut, mais c'est là où ils ont pu vous dire que toutes les étoiles étant alignées, ça y est, ils peuvent le dire. Partie cognitive. Pour ce qui est donc des capacités cognitives, on utilise des étés aux États-Unis qui comparent les enfants à des enfants typiques. Pour l'Angelman, on se dit « Ah, voilà, ils ont un langage, une expression de quelqu'un de moi, ou bien ils ont... ils parlent en moyenne l'enfant très très bas, le petit enfant. » Mais je dirais que c'est la chose la plus inéquitable pour nos enfants. Et en plus, ça manque de précision dans l'évaluation. Quand on les compare à un enfant de 9 mois, on ne peut pas le comparer à un enfant de 9 mois qui a aussi un handicap en matière de communication, qui a aussi de la dyspraxie, de l'apraxie, qui a peut-être de l'épilepsie, qui ne voit pas bien. On a vu à 9 ans que Maggie était aveugle. Juridiquement pas, non, elle voyait un tout petit peu. On a vu des choses sur sa vision, on s'est rendu compte que c'était incroyable ce qu'elle faisait en ne voyant presque pas. Donc très souvent, leurs scores sont beaucoup plus bas dans toutes ces évaluations, mais en général, ils ne veulent même plus répondre. Si on leur dit « montre-moi le chat », ils vont vous montrer un chat à 6 ans, et pas à 12 ans. Un peu comme une dame. Si vous savez, très souvent dans les écoles, je sais parce que c'est un chat, va étudier dans un coin. Ce n'est pas comme cela que l'on doit faire. Donc, dyspraxie, handicap en matière de communication, il leur est très difficile de comprendre tout ce que l'on dit. Donc, on ne peut pas utiliser des mesures normalisées ou standardisées de leur handicap. Nous savons que très souvent, nos enfants sont très pratiques de leur apprentissage. Ils veulent toucher les choses très physiquement. Et ça, c'est une caractéristique avec la basse vision. Quand vous avez en général donc un trouble neurologique global, on peut penser que leur vision n'est peut-être pas aussi bonne que s'ils avaient tout simplement un jeune mal, une bonne vision. Donc, il leur faut toucher pour compenser le manque de vision. Nous savons que l'expérience multisensorielle permet donc de mémoriser. Si je vous dis quelque chose, vous allez l'oublier d'ici quelques minutes. Si je vous dis quelque chose et que je vous le montre, vous vous en souviendrez. Si je vous dis quelque chose et vous le touchez et vous lisez en plus sur ce que vous regardez, vous verrez encore plus. Et si vous en avez entendu parler et vous le touchez, et c'était émotionnel, et c'était personnellement, ça avait du sens, vous vous en souviendrez encore mieux. C'est comme cela que l'expérience doit être donnée donc pour nos enfants, personnellement avec un sens, avec une connexion émotionnelle. Quelque chose qu'ils voient, qu'ils touchent, qu'ils entendent, qu'ils lisent. Et tous ces exemples leur permettent à ce moment-là de construire leur mémoire. Nous savons de la recherche donc sur la souris Angelman que l'histoire de la mémoire est très faible chez eux. Ces souris qui sont mises dans un labyrinthe peuvent parcourir le labyrinthe des centaines de fois, mais ils ne s'en souviendront pas. Donc peut-être ils ont une capacité intellectuelle très faible ou une mémoire très faible, ou alors ils ont un déficit de mémoire. Peut-être ils ont des problèmes normaux en fait d'handicap, mais c'est la mémoire qui représente le plus fort des handicaps. Bien un enfant qui a un iPad, qui prend des photos d'à peu près toutes les choses, comme fait ma fille, on se dit c'est incroyable, elle stocke toutes ses mémoires dans son iPad afin qu'elle puisse constamment repasser sa mémoire. Ça c'est stratégique. J'ai toutes les raisons de croire que Maggie a eu un handicap de mémoire.
Et elle s'aide en utilisant toutes les photos qu'elle prend. Nos enfants ont un déficit donc de langage énorme, qu'il faut, je crois, donc des opportunités d'apprentissage beaucoup plus fortes que chez tout le monde. Mais par contre, la recherche nous dit que si vous avez un niveau de langage aussi bas que chez nos enfants, vous aurez 10% donc de l'expérience de langage par rapport aux autres enfants, parce que les gens vous parlent moins. Il va vous parler de choses moins intéressantes. Vous aurez des histoires un peu plus simplettes, donc un peu plus ennuyeuses, qui vous seront racontées moins souvent. Donc, ils ont déjà un handicap, mais on leur parle moins. Et après, on se dit, mais ils ne peuvent pas parler surtout. Ce n'est pas à cause du handicap, c'est qu'il faut que nous leur parlions beaucoup plus dans une langue qu'ils peuvent utiliser de façon verbale et visuelle. C'est la seule façon qu'ils peuvent apprendre donc à parler. Ils ont démontré qu'ils ont une mémoire visuelle très forte. Je connais tellement de parents qui emmènent leurs enfants. 2 ans après, ils passent sur la même route et tout à coup l'enfant dit « Je me souviens, ils étaient là ». Est-ce que c'est la mémoire visuelle qui serait aussi forte que la vôtre? Car certains de nos enfants ont montré donc une mémoire visuelle tellement forte qu'elle est beaucoup plus que ce que l'on peut imaginer. Ils se souviennent donc d'endroits qu'ils n'ont pas vus depuis 6-7 ans. Ils s'en souviennent immédiatement. Donc il faut qu'on puisse construire à partir de cela. Eh bien, c'est leur mémoire visuelle qui doit être excitée en quelque sorte en leur parlant et en reparlant de ces souvenirs. Il faut des outils d'évaluation permettant de comprendre déjà ce qu'ils savent, permettant de comprendre aussi comment ils peuvent collecter un certain nombre de données. Montre-moi ceci, montre-moi cela. On leur demande de faire une chose qui est très difficile pour eux. Par contre, si vous êtes dans une chaise roulante, monte ces escaliers. C'est une des choses qui sera impossible ou plus difficile pour vous. Si on vous disait descends les escaliers, ça serait plus facile. Donc il faut leur donner des tâches qu'ils peuvent faire, plus simples pour eux, d'après leur handicap. Et nos enfants, souffrant d'apraxie, le cerveau ne dit pas au corps ce qu'ils doivent faire. Dyspraxie, je vous ai dit, ils essayent tellement de faire quelque chose, taper sur la table et le bras part à gauche, ils ont besoin de tâches qui ne leur demandent pas de faire quelque chose tout de suite. Ne dites jamais tout de suite. Sinon, vous augmentez leur handicap. Au Canada, nous utilisons donc une évaluation portefeuille, ce qu'on appelle une évaluation dynamique. On cherche ce que font nos enfants dans la vie ordinaire et on le reprend. Si vous avez de l'apraxie ou de la dyspraxie, vous pouvez faire quelque chose spontanément, facilement, mais y penser. Quand on vous demande de le faire, non. La première fois que mamie a vu un M, elle l'a pointé, c'était super. Il y a pas une coïncidence. Deuxième fois, on lui a dit, tu pourrais l'écrire? Troisième fois, on s'est dit, Et puis, on a mis pas mal de lettres devant elle. Et en fait, elle n'a reconnu que la lettre M. On s'est dit, bon, Maggie a pris le M. Et puis, on a mis des lettres devant elle. Et puis, plus rien d'autre. Donc, ce n'est que lorsqu'elle a pris la lettre M, c'est-à-dire moi, Maggie, qu'elle a commencé à l'utiliser, et elle l'utilise de façon naturelle. C'est difficile, vous savez, de mettre des lettres. Montrez-moi le M. Mais mettez toutes les lettres et faites quelque chose, et vous verrez qu'elle va vous dire au même moment. Elle ne le fait pas pour obéir. Elle va le faire le lundi et pas le reste de la semaine. Et elle ne le fera pas encore une autre semaine. Donc, lorsqu'on teste nos enfants, votre enfant va avoir une évaluation, je ne sais pas, jeudi prochain. On ne peut pas contrôler ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont communiquer, je ne sais pas, jeudi prochain? On ne peut pas. Donc, il faut les évaluer lentement en fonction du temps, reprendre ces données et les rassembler, plutôt que d'essayer de les faire s'asseoir et dire, voilà, on a passé à une évaluation. Les enfants, actuellement, ont des capacités d'attention très faibles. Or, ils font attention à tout. Ils voient tout. Ils entendent tout. Ils entendent, je ne sais pas, un paquet de chips qui sera ouvert à 300 mètres de là. Vous savez, ils écoutent tout. Et
Donc, notre travail, c'est de les aider à apprendre, en fait, à filtrer certains de ces sons, car leur filtre ne fonctionne pas. La première chose que l'on voit souvent avec les enfants, c'est qu'on éteint la lumière. D'abord, on la met, car il faut dire que chaque enfant, jamais qu'ils aient une forte délétion, une mutation, etc., d'autres défauts, ont une hypopigmentation dans les yeux. Et très souvent, c'est comme si le monde était plus lumineux pour nous. Donc, ils sont beaucoup plus sensibles et luminophobes que les autres personnes. Donc, tout ce que l'on fait souvent, c'est baisser la lumière. Et on abaisse donc l'intensité lumineuse. On abaisse l'intensité lumineuse. Eh bien, tout ce qui est illumination, en fait, leur permet de voir mieux. Elles sont très, très sensibles. Ils sont très éblouis. Lorsque l'on couvre en plastique tout ce qu'ils vont toucher, ça crée donc une sorte de chose brillante. Ça peut être une barrière pour eux. Donc un enfant ne va pas regarder un certain nombre de symboles si on ne crée pas une sorte de barrière visuelle. Enlever tout ce qui brille trop, qui va les rendre encore plus luminophobes. Ils sont très sociaux. Et lorsqu'on essaye donc d'attirer notre attention, ils sont tellement contents qu'on ne peut plus les amener à se centrer sur la tâche qu'on veut qu'ils fassent. Donc il faut créer des opportunités d'apprentissage social très lents où on va les récompenser pour leur engagement. Je vais essayer de leur montrer quelque chose qu'ils vont écrire. Ils me tournent la tête, ils veulent que je les regarde les yeux dans les yeux. Bon, j'ai compris maintenant ce qu'ils voulaient. Il faut que je leur montre que ce que l'on peut faire avec l'écriture, la communication, c'est quelque chose qui est beaucoup plus riche que simplement les regarder, afin qu'ils se disent « Ah, faisons autre chose ». Beaucoup de ces enfants ont un sourire pour interagir avec les autres, car ils sont tellement sociaux, mais ça ne nous emmène pas très loin. Et qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Mais c'est ce que les enfants veulent, qu'il y ait tellement de sourires, qu'ils en reçoivent aussi. Ça fait partie de leur gène, ça fait partie de leur syndrome d'être sociaux. Et ils sont affamés donc d'interaction avec les autres. Ils ne peuvent pas le faire avec leur corps, ils le font avec le sourire, les yeux, et puis ils attendent que vous répondiez. Donc nous travaillons dans la communication pour mieux se connecter avec les autres. Il faut faire attention donc à la formation de nos enfants. Maggie bouge tout le temps. Jamais elle ne s'arrête. Et ses professeurs diront, bon, on peut lui apprendre des choses, mais si seulement elle arrêtait de bouger. Et puis elle a une évaluation sur la vision, on se rend compte qu'elle ne voit pas bien. Donc chaque fois qu'on lui dit arrête de bouger, reste un peu immobile, en fait elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour faire attention, mais elle ne pouvait pas s'arrêter. Parce que dès qu'elle s'arrêtait, sa vision périphérique se bloquait. Donc elle voit quand elle bouge. Vous savez, nos enfants, quand on leur dit regarde, ils regardent de l'autre côté, parce qu'ils n'ont pas de vision périphérique. C'est la vision devant qu'ils utilisent la main. Et donc, si on tourne, en regardant de côté, ils voient mieux. Et on se dit, ah, ils ne regardent pas, il ne faut pas faire attention. Eh bien, tout ceci, cela fait partie des besoins donc sensoriels auxquels il faut faire attention dans la famille. Quand on demande à quelqu'un, comment est-ce que votre enfant voit le mieux? Quand l'enfant ne regarde pas, les parents font comme ça aussi. Où ça? Nous savons que le problème de déficit est là, chez l'enfant, déficit de vision. Si je dis à quelqu'un, est-ce que vous savez ce que votre enfant regarde quand il regarde autre chose? Ils me disent non. Eh bien voilà, votre enfant a un problème de vision. Tellement nos enfants ont un strabisme, donc un œil qui tourne d'un côté, et puis vous savez, à 2-3 ans, ils ont peut-être une petite chirurgie, mais jamais ils ne récupéreront vraiment d'un œil. Si on met quelque chose devant eux pour regarder, leur neurologie s'est déjà développée dans un autre sens, ils ont perdu le contrôle. Et donc s'ils regardent avec un seul œil, voilà le milieu de leur vision, pas ici. Donc, si un enfant qui a un strabisme a une chirurgie plus tard, voilà leur bon œil, voilà, il faudra que pour qu'ils regardent de face, on leur tienne ici. Alors, très souvent, on leur met ici. Donc, à ce moment-là, ils vont regarder de côté, parce qu'ils regardent de côté, non, c'est qu'ils essayent de voir une vision latérale.
Ils disent, ah, ils sont stratégiques. Qu'est-ce qu'ils font? Mais qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'ils savent d'où viendra leur vision. Pour eux, ça a des sens. Donc, en fait, il faut un petit peu arrêter de faire ce que nous souhaitons pour eux. Ils sont tellement sensibles à des mouvements visuels. Ici, c'est une salle très simple, regardez. Mais vous, en tant que groupe, ça, c'est vraiment, vous formez une sorte de grappe visuelle. Chacun d'entre vous est différent, des hauteurs différentes, des couleurs différentes. Et comment voulez-vous qu'un enfant regarde un seul visage? Nos enfants vivent leur vie et tout a l'air aussi compliqué que vous tous dans la salle. Donc, si vous enlevez les choses, des murs, si vous enlevez les choses, ils arrivent à se centrer sur quelque chose qui leur permettra de voir par exemple, un professeur. Mais comme ils regarderont tout, il faut qu'ils puissent se centrer sur le professeur et personne d'autre. Avec Maggie, on a mis un iPad sur son bureau et je tourne l'iPad quand j'ai besoin qu'elle regarde ailleurs et elle regarde un champ de vision donc il représente non pas l'ensemble de la salle, mais ce qu'elle voit à travers son iPhone. Et vraiment, cela fait toute une différence. Ça la fera pour un grand nombre d'enfants. Enlevez tout l'arrière-plan, car les enfants voient trop de choses, mais ils le voient mal. Donc imaginez la difficulté pour eux. C'est vraiment difficile pour eux. Un grand nombre de nos enfants sont de plus en plus affolés au fur et à mesure que la journée avance et se fatiguent. Et lorsqu'un professeur, donc la vision est venue évaluer la vision de Maggie, elle était un petit peu hyper excitée. Le professeur a dit « Oh, mais c'est parce qu'elle ne voit pas. » À la fin de la journée, son cerveau est tellement usé d'essayer de voir qu'il ne lui reste plus rien. Elle est vidée, complètement vidée. Il faut que vous créiez des pauses visuelles pour elle afin qu'elle ne regarde pas les choses. Et dès qu'ils l'ont fait, eh bien, toute cette espèce d'hyper-excitation a disparu. Elle était moins fatiguée. Et on sait qu'un enfant fatigué, c'est un enfant excité. Parce qu'ils absorbent tellement d'informations et ils n'ont pas de bonne pause. Leur maintenant handicap physique. Là, ils ont vraiment beaucoup de choses à faire. D'abord, ils marchent un petit peu de façon hésitante. Certaines ont montré que c'était une démarche stratégique. Ils ne marchent pas un petit peu comme des gens de 2 à 1 an. De façon stratégique, ils essayent de compenser donc l'espèce de trouble qui se trouve dans le cerveau. Ils ont des ventres un petit peu protubants des fois, ils ont des bras très raides, très denses. Donc il faut qu'on comprenne la façon dont ils marchent. C'est stratégique la façon dont ils marchent, car il y a une raison pour laquelle ils font ce qu'ils font. Et s'ils marchent comme ça, un peu en canard, c'est pas parce qu'ils ne savent pas très bien comment marcher, c'est parce qu'ils compensent en fait un déséquilibre on dirait qu'ils font un petit peu comme une toupie. Et ils essayent de marcher de la façon la plus stable possible. Lorsque l'enfant ne marche pas dans certaines familles, on dit pourquoi est-ce qu'il ne marche pas? Il est paresseux. Il n'a qu'à marcher, il a toutes les capacités, ils ne le font pas. Eh bien, tous les enfants qui pourraient marcher le feraient s'ils le pouvaient. Donc ça veut dire qu'il y a là vraiment un déséquilibre plus sévère et il faut le respecter et aider donc à compenser. Je vois des enfants que l'on force à marcher. Alors déjà se tenir debout, pour eux, c'est terrifiant, tout simplement parce qu'ils ont ce déséquilibre cérébral. Si vous regardez le handicap que représente le fait de ne pas pouvoir faire un pas ou deux, il faut les aider. Il faut qu'ils puissent savoir où est le sol, mettre des poids sur leurs chevilles, quelque chose de lourd. Je ne sais pas, comme des haltères qui vont dire, voilà, maintenant je suis debout. Maki a travaillé donc avec un ballon en haut, parce que elle ne savait pas très bien où étaient les équilibres. Elle avait des haltères donc à ses chevilles. Donc elle était bien campée en terre et elle s'assurait là-haut par un ballon qu'elle avançait. C'était un petit peu comme une boussole. Ça lui montrait le haut et les haltères lui montraient le bas, bien campé dans le sol. Nombre de nos enfants n'aime pas agripper les choses parce que la paume de la main est très sensible. Elle ne voulait pas ramper, ma fille, parce qu'elle n'aimait pas toucher le sol avec la paume de ses mains. Ça, il faut le respecter. Alors, ce qu'on voit généralement, c'est qu'on prend l'enfant par le poignet, on le force à faire quelque chose. Moi, essayez de faire ça à votre voisin et voyez si ça marche. Vous lui passez par derrière, vous lui tenez le poignet, vous le forcez à faire quelque chose. Bonne chance. Je ne pense pas qu'il fera attention.
Parce qu'en fait, vous faites attention à ce que la personne derrière vous est en train de faire à votre corps. Vous ne faites pas attention à ce qu'il veut que vous fassiez. Ou alors vous faites attention à l'odeur de café, de cigarette, les odeurs corporelles. Peut-être qu'il faut un petit peu de déo, mais il ne faut pas attention à ce que votre main est en train de faire. Donc, si votre enfant ne veut pas agripper quoi que ce soit, il faut le respecter. Il faut mettre en place des traitements, des thérapies pour encourager ce réflexe d'agrippement. Mais il ne faut pas les forcer. Il ne faut pas leur forcer la main. Essayez. Prenez quelqu'un par le poignet et essayez de leur faire quelque chose. Très probablement, vous rendrez compte que ce n'est pas une bonne idée de forcer vos enfants. Parce que c'est une invasion. Pour revenir à la vision, les études le montrent. On l'a vu, d'ailleurs, on l'a constaté, le strabisme, il n'y a pas d'alignement oculaire, l'acuité visuelle est mauvaise, peut-être qu'il faudrait porter des lunettes, mais ce n'est pas forcément possible. Et si le médecin vous dit il faut mettre des lunettes, et si jamais le gamin ne peut pas, c'est peut-être qu'il y a un problème visuel supplémentaire et peut-être qu'il y a une atteinte corticale. Maggie est myope avec un astigmatisme important, donc il semble y avoir une atteinte visuelle sur la base de son acuité. L'organe physique, c'est-à-dire le globe oculaire, voit les choses d'une certaine façon. Donc, mais cette façon est perturbée. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque l'information est envoyée par l'œil jusqu'au cerveau? C'est là que les choses se compliquent. C'est ce qu'on appelle l'atteinte visuelle corticale. Et on suppose que cette atteinte visuelle corticale entre en jeu chaque fois que le regard est un petit peu bizarre. Par exemple, l'enfant ne veut pas rencontrer votre regard, ou il semble regarder quelque chose, mais en fait, il semble voir au-delà. Ou si vous regardez vous, il semble qu'il se concentre sur vos cheveux ou l'oreille, etc., ou qu'il regarde de façon périphérique, sur le côté et non pas devant eux, ou qu'ils font attention aux choses qui sont en mouvement plutôt que les choses statiques, ou peut-être une mauvaise perception du champ de vision, ou peut-être avant de... Ou peut-être que si par exemple il y a une ligne blanche par terre, ils vont rester dessus au lieu de la dépasser. Si par exemple ils sont très sensibles à la lumière et dans les pièces pleines par exemple ils deviennent un petit peu excités, ou alors leur ouïe est tellement sensible qu'ils sont sursollicités. Je pense qu'il faut faire un dépistage et déterminer si oui ou non il y a une atteinte visuelle corticale. C'est tout simplement la façon dont le cerveau traite l'information. Alors, comment procéder? Souvent, il faut réduire la luminosité, réduire l'éblouissement, épurer l'environnement, qu'il y ait le moins de choses, que ce soit plus sobre. Des livres, par exemple, sur papier blanc. Il vaut mieux peut-être imprimer sur d'autres couleurs, du jaune, du rouge, du vert, et tout de suite leur attention se décuple. Peut-être qu'il y a des signaux verbaux et auditifs qui peuvent mieux fonctionner lorsqu'on leur parle, et on peut utiliser le mouvement pour solliciter leur attention visuelle. Et on peut également leur donner du temps supplémentaire. Lorsque je veux que Maggie regarde quelque chose, je ne dis pas « Hey Maggie, regarde l'iPad ». Non, parce que déjà, il faut qu'elle s'arrête de regarder pour pouvoir écouter. Il faut activer son ouïe. Donc ensuite, il faut qu'elle éteigne son ouïe pour pouvoir se concentrer sur la vision. Et ça y est, c'est fichu, elle est perdue. Donc on lui montre quelque chose, on lui montre l'iPad. Et ensuite seulement, on lui parle. C'est l'opposé. C'est l'opposé de ce que faisaient ses professeurs, avec les autres étudiants. Mais ça marche bien avec nombre de nos enfants parce que, en plus de la façon dont les informations visuelles sont brouillées, bien souvent, le cerveau brouille les informations auditives. Et donc, ils ne semblent pas nous comprendre lorsqu'on leur parle. Bien souvent, ils ne rencontreront pas notre regard. Ils seront hypersensibles au son. Donc, il y a des tas de choses que l'on peut faire pour les aider. Par exemple, vous m'entendez bien parce que ma voix est amplifiée par le micro. Et vous entendez tous ces autres bruits périphériques dans la salle. Mais vous vous concentrez sur ma voix parce qu'elle est amplifiée par un micro. Et puis, dans le monde entier, vous avez des profs qui utilisent des systèmes d'amplification vocaux.
Et la prof de Maggie s'est aperçue que chaque fois qu'elle utilisait un micro pour Maggie, tout le monde comprenait mieux, tous les étudiants, tous les élèves. Donc il faut tout simplement augmenter le volume. Comme ça, ce sera plus facile pour eux de ne pas se concentrer sur tous les autres petits bruits périphériques qu'on veut qu'ils négligent. Donc si on utilise un système de communication avec une voix informatisée, eh bien, on sait que les enfants autistes qui ne comprennent pas le langage parlé comprennent la voix informatisée beaucoup plus facilement qu'une voix humaine. Parce que moi, lorsque je parle, même si je répète la même phrase, la syntaxe auditive sera différente, mais l'ordinateur, ce sera toujours le même ton, la même monotonie, etc. Donc, si vous parlez et que l'enfant ne paraît pas vous comprendre, essayez de changer, utilisez une voix informatisée, voyez ce qui se passe. Les enfants qui ont un problème visuel et un problème auditif en même temps, parce que la neurologie affecte à la voix, la vision et l'audition, ce sont ces enfants qui ont le plus de probabilité de ne pas sembler vous comprendre. Ce sont eux qui évitent de rencontrer votre regard. Et lorsqu'on essaie de leur montrer quelque chose, ils se détournent. Ce sont ces enfants, lorsque vous leur lisez une histoire, ils vont se lever, ils vont partir. Parce que c'est trop d'informations, ils n'arrivent pas à intégrer ce qu'ils sont supposés regarder sur la page et ce qu'ils entendent avec leurs oreilles, etc. Le plus difficile pour eux, c'est de faire les deux, de regarder et d'écouter en même temps. Si, par exemple, l'enfant est considéré comme étant autiste, il est très probable qu'il ait à la fois des soucis visuels et auditifs. Et à partir du moment où on le sait, on peut les aider. Or, je ne veux pas parler d'Hélène Keller, c'est-à-dire qu'on ne voit rien et on n'entend rien du tout, sourd-muet total. Non, c'est juste qu'il est impossible de faire les deux en même temps. Et on le constate chez beaucoup de nos enfants. Ils peuvent regarder ou ils peuvent écouter, mais difficilement faire les deux en même temps. Donc il faut séparer les deux. D'abord, on regarde et ensuite on écoute, ou alors le contraire, peu importe, ce qu'ils préfèrent. Mais ça peut faire toute la différence. On utilise une modélisation vidéo. Bon, ça, c'est moi qui ai inventé le terme. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous utilisez un module vidéo à chaque occasion. Si, par exemple, vous avez un enfant qui adore la vidéo, un enfant qui est tout le temps en train d'enregistrer et qui adore YouTube, ça veut dire que la vidéo fonctionne, ça veut dire que ces informations-là, ils arrivent à les traiter. Et c'est important. Il faut leur enseigner à utiliser les vidéos. S'ils sont vraiment attirés par ces modules vidéo, c'est que stratégiquement, c'est important pour eux. Et moi, je dis à la prof, utilisez des supports vidéo le plus possible, parce que c'est ça qui l'attire. Bon, ils ne sont pas très intéressants. Et pourquoi ne... Mais pourquoi ne pas essayer? Les affects. Nos enfants aiment bien fixer, rencontrer le regard de l'autre. Bon, l'affect, c'est quoi? C'est la façon dont on se présente. Mais l'enfant n'y peut rien. Si par exemple, vous avez un enfant qui veut absolument vous regarder, les yeux dans les yeux, en permanence, le professeur doit comprendre, l'enseignant doit comprendre que c'est hors de leur contrôle. C'est dû à l'empreinte génomique. Ils n'ont pas le choix, ils ne peuvent pas s'en empêcher. Le docteur Oliver l'a bien montré avec ses études au Royaume-Uni. Les enfants ne peuvent pas s'en empêcher. Et donc, le regard, il faut le former, l'entraîner. Ah, mais je pensais que j'avais jusqu'à 6 heures. Et ils m'ont dit que j'avais jusqu'à 6 heures. Bon, d'accord, je vais parler encore plus vite. L'interprète ne pense pas que ce soit possible de parler plus vite. Chiche. L'épilepsie, le traitement épileptique. Avec ce traitement, on va constater des pics et des baisses. Tout est fonction de ce que fait le cerveau tel ou tel jour et la façon dont l'enfant réagit au traitement. Il y aura des jours où il y a un alignement des planètes et tout fonctionne bien et c'est magique et waouh, c'est génial. Et ensuite, il se passera plusieurs mois avant que ça se reproduise. Et l'enseignant doit comprendre que c'est dû à l'épilepsie et au traitement anticonvulsif. Donc, certains médicaments ont plus d'effets secondaires que d'autres. Par exemple, l'acide valproïque a plus d'effets secondaires s'agissant de la cognition que les autres. Donc ça va réduire, ça va plutôt augmenter le temps nécessaire, le temps de traitement d'information. Et généralement, il y a un manque de sommeil chronique. Comment vous vous comportez lorsque vous avez passé une nuit blanche, lorsque vous n'avez pas dormi depuis des jours,
Il ne faut pas être surpris. Il faut pas être surpris. Il faut pas être surpris lorsque l'enfant est peut-être un petit peu plus agressif parce qu'il est énervé, il est grognon, parce que vous êtes aussi grognon lorsque vous n'avez pas dormi. Vos enfants, ils dorment moins. Mais ça ne veut pas dire que c'est mieux pour eux. Et il y a de nombreuses familles qui constatent une amélioration du comportement, une amélioration de l'impulsivité, une amélioration de l'apprentissage, etc. Lorsqu'on prend en compte le besoin de sommeil. Bien souvent, l'enfant souffre. Il faut supposer qu'il y a une douleur. Le reflux gastro-œsophagien. Je pense que les enfants souffrent beaucoup plus qu'on ne le pense. Mais quelle apparence prend cette douleur? Chaque douleur a sa signature, il faut la comprendre. La signature dolosive, c'est la façon dont l'enfant communique sa douleur. Si par exemple il y a une crise, en cas de crise épileptique, Maggie ne peut pas me regarder. Elle est très désorganisée, mais elle ne peut pas rencontrer mon regard. Je lui parle, mais elle ne m'entend pas. Et elle devient automatisée, un peu comme un robot. Elle ne m'entend pas, elle ne peut pas me regarder en cas de crise épileptique. Donc peut-être qu'elle va me saisir les cheveux, etc., mais elle ne me regarde pas. Mais lorsqu'elle éprouve de la douleur, elle me regarde de façon très intense, tout en me tirant les cheveux. Et c'est comme ça que je sais que c'est la douleur, parce qu'il y a contact visuel. Donc il faut vraiment observer très attentivement nos enfants pour voir de quelle manière ils communiquent leur douleur. Parce que si l'enfant se fait mal à lui-même, il est très probable qu'il souffre. Surtout lorsqu'ils sont seuls. Si par exemple l'enfant se fait mal et vous l'arrêtez, vous leur donnez de l'attention et puis ils s'arrêtent, c'est probablement qu'ils voulaient qu'on fasse attention à eux. Mais lorsqu'ils sont tout seuls et qu'ils se font mal, c'est probablement le signe d'une douleur. Et s'ils font mal à autrui également, donc il faut absolument écarter cette possibilité. Pendant 9 mois, ma fille a eu des céphalées sévères. Elle comportait comme si elle avait mal au genou. Et donc, on a fait des rayons X, on allait voir le médecin X fois. On n'arrivait pas à comprendre quel était le problème. Elle devenait agressive, elle refusait de marcher. Et on s'est aperçu qu'il y avait une rotation de la hanche. Et la correction se faisait au niveau du genou. Et donc, elle sent la douleur au niveau du genou. Mais la douleur à la hanche est très importante. Comment éduquer nos enfants? Déjà, serment d'Hippocrate, ne pas faire de mal. Moi, je pense que Maggie a appris certaines choses. Et l'orthophonie, ça l'a beaucoup aidé. Le système de communication, c'est la façon dont on lui enseigne à dire ce qu'elle veut dire quand elle veut le dire. Voici un symbole. Vas-y, dis-moi ce que tu penses, dis-moi ce que tu veux me dire. Et donc, moi, je vais t'enlever le système et je vais te le redonner lorsque je voudrais que tu me dises telle ou telle chose. Et donc, le problème à l'école, c'est que la communication, c'est pour la forcer à dire ce que le prof veut qu'elle dise et non pas ce qu'elle veut exprimer. Il faut renverser cette perception. Il faut renverser. Alors, par exemple, lorsque ma fille fait ce petit geste-là, on essaie de comprendre ce qu'elle veut dire. Tu veux que j'arrête? D'accord, j'arrête. Et ensuite, elle me dit, vraiment? Ça suffit pour que tu arrêtes? Et le premier mot qu'elle a utilisé, c'était stop, arrête. D'accord, Maggie, je comprends que tu n'aimes pas ça. Moi non plus. Vraiment? Et là, elle dit don't like, c'est-à-dire non, moi, j'aime pas. Première évaluation orthophoniste positive. Alors, le message le plus long qu'elle a écrit grâce à son système, c'était « Merci, au revoir, par maintenant ». On a su qu'on l'avait communiqué lorsqu'elle nous a dit ce qu'elle voulait nous dire, au moment où elle voulait nous le dire et à qui elle voulait le dire. C'est là qu'on a su que la communication fonctionnait. Il y a une série de séminaires sur Internet, vous trouverez ça sur YouTube, Fondation pour le syndrome d'Angelman. J'ai déjà fait 3 séminaires en ligne là-dessus, c'est beaucoup plus simple. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires, et bon, avec un peu de chance, on peut traduire ça en français. Mais, quoi qu'il en soit, l'acquisition de la lecture et de l'écriture, c'est une invitation. Il ne s'agit pas simplement d'alphabétisation. Il s'agit d'aider nos enfants à communiquer. On leur donne un point d'accès à cette expérience de la lecture et de l'écriture. Le problème, c'est que les enfants ne voient pas les pages du livre. Et donc,
ils ne peuvent pas en bénéficier lorsqu'on leur lit une histoire. Il n'y a pas de coordination entre ce qu'ils entendent et ce qu'ils voient. Et donc, leur expérience de lecture s'amenuise. Il est donc important pour nous de créer ces occasions pour qu'ils s'alphabétisent, entre guillemets, qu'ils puissent apprendre la lecture, l'écriture, pour qu'ils puissent s'exprimer et qu'ils partagent leurs expériences. Chris Cleaver, c'est un chercheur aux États-Unis. Et donc, les bases de la littérature et de l'écriture, c'est quoi? Eh bien, c'est comprendre les histoires d'autrui. Ça veut dire trouver du sens dans sa propre expérience et la communiquer, la partager avec autrui. On a ces bases lorsqu'on peut communiquer ses pensées grâce à des symboles graphiques, c'est-à-dire qu'on peut communiquer des idées abstraites et pas seulement des idées très pratiques, très physiques. Et on peut également interpréter le sens, la signification de ces symboles graphiques qui sont utilisés par les autres. Et lorsqu'on trouve plaisir, lorsqu'on ressent du plaisir à lire ce langage qui est imprimé et qu'on prend du plaisir à ces symboles graphiques. Mais généralement, à l'école, lorsqu'on essaie, généralement, à l'école, il n'y a pas de joie qui tienne. Hein. Apprendre la lecture, apprendre l'écriture, c'est pas manger des épinards. Il faut trouver de la joie. Et si l'enfant n'éprouve pas de joie, c'est que vous n'avez pas la même approche. Apprendre à lire, apprendre à écrire, c'est comme du chocolat, c'est irrésistible. Et si on connaît la bonne réponse et qu'on demande à l'enfant de montrer, mais montre-moi où est le chat. On connaît la réponse, l'enfant le sait, on est en train de la tester, on ne leur demande pas de communiquer, on ne leur demande pas de partager. Ma fille, elle n'a aucune raison de me montrer où est le chat si elle sait que je sais où il est. Si moi, je suis en train de vous dire « Oh, tu portes une robe bleue », vous allez me regarder comme si je venais de la planète Mars, parce que quelle importance? Pourquoi vous me dites ça? En quoi c'est pertinent? Généralement, c'est évident pour l'enfant. Lorsqu'on lui demande « Dis-moi ce que c'est », vous le savez, elle sait que vous le savez. À quoi bon? Je pense que si on se comportait, si on parlait de la même façon dont on demande aux non-enfants de parler, je pense que les gens nous traiteraient de fous. On aurait le même diagnostic. Donc, utilisons les systèmes de communication uniquement pour leur demander de partager avec nous des pensées dont on ne sait pas qu'ils les ont. Parce que c'est si difficile pour eux. Maggie, elle a eu une évaluation absolument géniale en orthophonie. Lorsqu'elle leur a dit « C'est bon, merci, pars maintenant ». Ma fille savait à quel point cette évaluation était importante et elle a réussi selon ses propres conditions. Et elle a eu une crise d'épilepsie la nuit tout entière. C'était le contre-coup. C'était tellement difficile pour elle de tout coordonner. Et elle a réussi, elle a payé le prix, un prix très élevé. Mais elle a prouvé à l'éducateur qu'elle en était capable. Et donc, elle a bien réussi, mais elle a payé le prix. Et jamais je permettrai qu'elle repaye ce prix, tout simplement pour prouver à quelqu'un qu'elle est capable. Il faut vraiment qu'elle choisisse les termes de son expérience et pas les conditions imposées par autrui. Il est important que vous connaissiez les ressources qui sont disponibles, qu'on les traduise en français. Il y a quelque chose qu'on appelle « the bridge », c'est-à-dire le pont. Vous aviez jusqu'à 6 heures, mais c'était en incluant les questions-réponses et il ne reste que 10 minutes. Mais écoutez, en ce qui concerne le reste, on fera un séminaire en ligne. Hein? On m'a dit jusqu'à 6 heures. How much time do you need? 10 minutes is okay. Denise, il reste 10 minutes. Denise. 5 more minutes. À l'unanimité, 5 minutes de plus. C'est la seule partie par an, alors... Donc, j'ai quelque chose que j'aimerais vous montrer très rapidement parce que ça va être irrésistible. Évaluation d'alphabétisation. Lecture, écriture. Est-ce que votre enfant explore un boucan en le portant à la bouche, en le grignotant, en salivant dessus, etc. Ils sont déjà au niveau 1.
Finalement, ce qui est important, c'est de savoir que le livre existe. Donc, vous êtes déjà au numéro 1. Est-ce qu'ils essaient de tourner les pages? Oui. Niveau 2, vous connaissez la différence entre le haut et le bas du livre? Ou alors qu'ils le tiennent à l'envers? D'accord. Niveau 3. Est-ce qu'ils étudient la page? Est-ce qu'ils étudient la page de façon indépendante? Ils tiennent le livre et essaient de voir les pages? D'accord. Niveau 4. Est-ce qu'ils tournent les pages de gauche à droite, ou plutôt de droite à gauche? Est-ce qu'ils reconnaissent le livre d'après la couverture? D'accord, vous êtes au niveau 6. Alors, si les enfants n'ont pas ces compétences, il faut travailler là-dessus. Voici le développement habituel. Chaque enfant découvre un livre de cette façon. Et lorsqu'on étudie ça, on s'aperçoit que « Ah, mais mon gamin, il a déjà 1 point, niveau 1, niveau 2, etc. » Est-ce que l'enfant décide de quel bouquin il veut lire, en vous le montrant, par exemple? D'accord, 1 point. Est-ce qu'ils reconnaissent le fait qu'il y a des mots sur la page? D'accord. Si ce n'est pas le cas, on va travailler là-dessus. Et s'il ne demande pas de livre, on va faire en sorte que l'enfant communique à ses parents qu'il veut lire un livre. Et si aucun livre ne l'intéresse, ça veut dire qu'il faut lui trouver des livres qui l'intéressent. Il faut des livres qui ressemblent à du chocolat, que ce soit complètement irrésistible. Il faut des livres un peu solides aussi, parce que c'est assez destructeur, un enfant, Gelman. Et finalement, lorsqu'on veut lire, on préfère lire des livres sur ce qui vous intéresse, on est d'accord. Et donc, généralement, le livre préféré aux États-Unis, le livre préféré des enfants aux États-Unis, ça s'appelle That's Disgusting, ça veut dire c'est dégoûtant. Et vous passez d'une page à une autre, et la page suivante est encore plus dégoûtante que les pages précédentes. Je n'ai jamais trouvé un enfant qui ne rigole pas en lisant ce livre. Parce que tous les autres disent « Ouh, c'est dégoûtant », ils font une tête pas possible. Donc, ça intéresse l'enfant. Est-ce que l'enfant est conscient qu'on est en train de lui lire une histoire? D'accord, 1 point. Voilà comment ça fonctionne. Donc, il s'agit tout simplement d'explorer les livres. C'est ça que font les enfants. Maggie ne s'intéressait pas aux livres jusqu'à ce qu'on lui montre un livre qui l'a concerné elle. Donc, c'est un livre sur support vidéo. Parce qu'il faut leur parler des choses qui les intéressent. Voilà ce que font les enfants avec des livres. Donc, si l'enfant est conscient qu'on lui lit une histoire, d'accord, 1 point sur cette histoire, sur cette échelle. S'ils font preuve d'attention, ils vous écoutent, ils regardent la page, 2 points. S'ils montrent du doigt la page, s'ils font des commentaires, etc., 3 points. Et généralement, c'est là que ça décroche, sans système de communication. Parce que sans système de communication, ils ne peuvent pas parler du livre. Et ça les empêche d'avancer. Autre question. De quelle manière est-ce que l'enfant communique? Avec des symboles? D'accord. Voyez, votre enfant est au niveau 6 sur ce point, mais au niveau 1 en matière de communication. Donc finalement, c'est la communication qui le retient, ce n'est pas la cognition. Il comprend, mais il communique mal. Voici certains des dessins, mais il y a un problème en termes de motricité fine. Et cette atteinte ne leur facilite pas les choses. Combien d'enfants envoient des textos? Ma gamine, elle envoie des textos à tout le monde. Voilà ce que ça donne. Mais il n'y a pas... C'est récent, mais maintenant, il y a la correction intuitive automatique. Donc l'ordinateur suppose quel mot vous voulez écrire, et donc ça complète le mot au fur et à mesure, et voilà ce que ça donne. I love you, etc., etc. On ne sait pas trop ce qu'elle veut dire, mais c'est quand même une phrase. Donc 2 points. Il est important d'explorer les lettres avant de créer du sens. Et voilà une première tentative à l'écriture. Mais finalement, c'est vrai pour n'importe quel enfant de 3 ans, il faut passer par cette phase avant de créer plus de logique, plus de sens. Voilà ce qu'elle a écrit. Voici les différentes lettres. Et à ce stade, le système de communication peut être utilisé pour montrer à la mère ce que ça veut dire. Donc WACC, ça veut dire watch, montre. AAH, ça veut dire Anna, sa copine. Et donc, elle a pris une photo dans laquelle elle regarde un match de basket avec sa copine Anna. Donc, elle est en train d'écrire, cette petite. Sophie voulait écrire à propos de la plage. Alors, beach, ça s'écrit B-E-A-C-H. Vous voyez, toutes les lettres sont en haut.
Il manque, toutes les lettres sont présentes, sauf la lettre B. Vous voyez? La préécriture, ça ressemble à ça. Mais il faut leur donner l'alphabet pour qu'ils puissent pratiquer. Voici le premier mot déchiffrable que ma fille a tapé. Donc, elle était supposée écrire concernant autre chose, mais la prof a dit, non, écoutez, si tu veux changer de sujet, parle de ta copine Maisie. Et elle a écrit Miles. Voilà à quoi ressemble la pré-lecture ou la pré-écriture. Et maintenant, elle tape des mots relativement souvent. Donc, si l'enfant sait que ça existe un stylo, que ça existe un marqueur, un feutre, très bien, 1 point. Si elle écrit quoi que ce soit, 2 points. Ma fille, elle adore gribouiller sur le plancher. Ça compte quand même. 3 points. Et si l'écriture se distingue un petit peu des dessins, 4 points. La plupart des enfants n'ont pas une précision de geste suffisante. Et donc, on leur donne des photos, ils écriront là-dessus. Exemple d'écriture. Lorsque l'enfant commence à écrire, généralement, on ne sait pas. On ne sait pas si l'enfant a Angelman ou pas. L'enfant apprend à écrire son nom. Au départ, ça ressemble à ça. On demande à l'enfant, même l'enfant normal, entre guillemets, d'écrire son nom. Vous voyez, Maggie a écrit son nom. Voici le M. Il lui a fallu 2 ans. Elle s'est entraînée pendant 2 ans avant de pouvoir écrire son prénom. Et maintenant, on distingue la lettre M. Mais bon, peut-être que d'ici qu'elle soit à l'université, ce sera un petit peu plus lisible. L'alphabet. Voici un exemple à droite, un exemple d'apparence. Lorsque les enfants, entre guillemets, normaux, gribouillent, ça ressemble à ça. Qu'est-ce qui retient nos enfants et leur développement? C'est la sensibilisation, la conscience phonologique. Vous savez, lorsque moi je demande au professeur si l'enfant comprend les rimes, c'est quelque chose que l'on peut tester. On peut faire un atelier là-dessus. On peut leur apprendre les sons du langage. Mais parce qu'ils n'arrivent pas à le répéter, on oublie. Il y a des comptines qu'on peut leur apprendre. On commence une comptine et on attend qu'elle termine la phrase. Et si jamais l'enfant termine la phrase, ça veut dire qu'elle a compris. Ça veut dire qu'elle a compris le concept de rime. C'est comme ça qu'on leur enseigne pour qu'ils comprennent la lecture et l'écriture. Donc on utilise des symboles, des livres à fenêtres, des systèmes de communication, c'est utilisé pour écrire. Alors ça, c'est un devoir qu'elle a fait pour l'école. Donc, c'était des questions de compréhension. Donc, il lui fallait 15 minutes par question, mais elle décrivait les sentiments éprouvés par le personnage dans ce chapitre particulier. Et toutes ces réponses étaient correctes. Il y a énormément d'outils d'évaluation qui sont également disponibles. Et au bout de 2 ans, lorsqu'on a commencé il y a 2 ans, Maggie ne prenait aucun plaisir aux rimes. Elle faisait un petit peu attention lorsqu'on lui lisait des livres, à tous les éléments graphiques, les photos, etc. Si par exemple, s'il y avait une ligne qui se répétait dans l'histoire, elle semblait le remarquer. Mais on a travaillé sur la lecture, sur l'écriture, et maintenant, elle a beaucoup évolué sur cette échelle. Comme vous pouvez le voir, que font les autres enfants? Eh bien, la progression est régulière, mais pas nos enfants, parce qu'il y a un obstacle en particulier qui les retient. Donc, il y a d'autres outils que je peux vous montrer, mais lorsque j'ai découvert toutes ces informations, eh bien, c'était ma première réaction. Et lorsque je n'arrivais pas à concrétiser, à transformer l'essai, je me suis sentie comme ça. Mais c'est possible. Il faut absolument que ce soit stimulant, excitant, intéressant et nouveau. Il y a des tas... C'est sur Facebook que vous trouverez toutes ces infos. Et on adorerait que vous rejoigniez notre groupe, notre communauté. Vous avez des mamans, des thérapeutes, etc., des professeurs qui ont des tas d'idées, des idées qui fonctionnent et qui souhaitent les communiquer. Voilà, j'en ai terminé.